Voilà, merci pour votre accueil et votre présentation. Effectivement, quand on est professeur d'histoire-géographie, on reçoit chaque année les nouveaux livres que l'établissement scolaire dans lequel on se trouve pourrait acheter. Et à force de les lire, ça donne envie de voir comment ils sont faits et de voir que parfois ils oublient d'apprendre ou de transmettre un certain nombre de choses. Et donc c'est pour cela que j'ai écrit 2 livres, donc l'histoire fabriquée puis l'histoire politisée, et que je continue à réfléchir sur les enjeux de l'enseignement de l'histoire aujourd'hui. La question donc qui nous est posée aujourd'hui et qui m'a été demandé de traiter est de savoir si l'enseignement de l'histoire est objectif et de savoir si, par un malencontreux hasard, il se peut que certains aspects de l'histoire ne soient pas enseignés ou soient enseignés d'une manière peut-être déformée. Et cette question, donc, je vais la traiter de manière chronologique, en gros professeur d'histoire, en essayant de remonter un petit peu dans le passé pour peut-être rappeler des souvenirs à certains d'entre vous, aux différentes époques que vous avez pu vivre. Et cette remontée dans le passé, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre pourquoi les Français ont un rapport un petit peu compliqué avec leur histoire et peuvent parfois se diviser ou avoir des visions assez divergentes de ce qu'il faudrait transmettre. Et c'est aussi intéressant, et c'est ce que j'ai vu dans mon livre « L'histoire politisée », de voir que le rapport à l'histoire du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, ou du début ou de la fin du XXe siècle est relativement varié, et que chacune de ces époques montre des aspects de l'histoire qui ne sont pas les mêmes, mais qui finalement peuvent nous intéresser. Et donc c'est intéressant de remonter vers parfois des méthodes d'un enseignement relativement ancien. Donc vous avez ici Alphonse Daudet, la dernière classe, donc la dernière classe en français en Alsace avant l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne en 1871. Alors nous verrons aussi les évolutions très récentes de l'enseignement de l'histoire sous la présidence d'Emmanuel Macron, avant d'ouvrir quelques portes vers ce qu'il serait possible de faire et vers quelques références pour approfondir, décaler un petit peu le propos et pour aider des parents, par exemple, qui se préoccupent de savoir comment compléter ce qui est transmis à leurs enfants par l'école publique ou privée. Et pour commencer, il faut essayer de réfléchir un tout petit peu à ce que c'est que cette notion d'objectivité. L'objectivité parfaite n'existe pas, donc on pourrait la comparer à une hyperbole qui n'arrive jamais à rejoindre son asymptote. Comme le dit cette caricature, c'est comme un planeur qui prendrait de l'altitude mais n'atterrirait jamais, parce que l'historien cherche ce qui s'est passé, il cherche à comprendre les causes et les conséquences des événements du passé, mais il sait qu'il n'arrive jamais à les connaître parfaitement. Et c'est peut-être quelque chose qu'on oublie de dire assez souvent, c'est que l'histoire qu'on enseigne est le résultat d'un choix entre plusieurs éléments, et que ce choix, il peut être idéologique. Alors ici, c'est une double page d'un manuel scolaire du début des années 90, où vous avez, à l'époque, on demandait au lycée d'étudier le modèle idéologique communiste. Vous voyez ces belles couleurs rouges. Et le modèle idéologique capitaliste, vous voyez ce pauvre petit supermarché tout gris. Et donc, on avait à cette époque-là encore, alors c'est juste après la chute du mur, et la fin du communisme en Europe de l'Est et en Russie, mais on avait encore peut-être cette nostalgie, pour certains professeurs, du monde en couleur, de l'avenir radieux communiste, et au contraire un certain mépris pour la société capitaliste. Donc on peut présenter l'histoire d'une manière qui va colorer les faits d'un point de vue positif ou négatif. Et par des procédés qui sont des procédés rhétoriques, qui sont des procédés d'exposé, et qui peuvent induire des idées. Et ici, de manière un petit peu indirecte. Et puis, quand on fait de l'histoire, on est obligé de choisir. Donc ici, vous avez une caricature en disant il y a eu un plan social, on ne pourra pas garder toutes les figures historiques traditionnelles de l'enseignement de l'histoire de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Donc vous avez Jules César, Charlemagne, François Ier, Louis XVI
qui a perdu la tête, Napoléon, un poilu, le général de Gaulle et un moustachu un petit peu indifférencié. Et donc, nous allons voir aussi que cet enseignement avec des grandes figures de l'histoire nationale a subi quelques modifications que nous allons essayer de préciser. Voilà. Donc l'objectivité peut être finalement ce qu'on cherche à obtenir en essayant de réaliser un choix de personnages, d'événements, de choses que nous allons présenter qui essayent d'être le plus honnête possible et qui essayent d'être instructifs et intéressants pour les élèves. Et nous allons voir donc les 3 âges de l'enseignement d'histoire, en commençant par ce que j'appelle l'âge moral de l'enseignement de l'histoire, avec une histoire qui est enseignée au XVIIIe siècle. Donc on a quelques manuels scolaires qui sont déjà spécialisés, avec des chapitres consacrés à l'histoire au XVIIIe siècle. On a des manuels du XIXe siècle, du début XIXe, fin XIXe siècle, l'époque de Jules Ferry. Et ici, c'est un album illustré des années 50, donc qui présente le personnage de Saint-Louis dans une manière de faire tout à fait classique, consistant à dire, eh bien, Saint-Louis a reçu une éducation de la part de sa mère, Blanche de Castille, qui l'a incité à faire le bien. Il a rendu la justice sous son chêne, c'est ce que nous voyons en haut à droite de l'image. Il a combattu et il a aidé les pauvres. Donc le but de cet âge moral de l'histoire est d'enseigner des anecdotes édifiantes. Le courage de Bayard, ou de Napoléon s'élançant sur le pont d'Arcole. La générosité de Saint-Louis. Et c'est aussi une histoire, en particulier au XIXe siècle, une histoire très romantique. Donc une histoire qui n'hésite pas devant la violence. Alors vous avez ici, par exemple, la représentation d'un événement tout à fait réel, qui est l'assassinat des principaux conseillers du dauphin, le futur Charles V, en 1358, dans sa chambre. Alors c'est une histoire qu'on ne raconte plus de nos jours, mais qui se passe pendant la guerre de 100 ans, où vous avez donc un combat entre la famille des rois de France et la famille des rois d'Angleterre, pour le contrôle de la couronne de France. Et à cette époque-là, le roi Jean le Bon a été capturé à la bataille de Poitiers, et il faut réunir une énorme rançon. Et le dauphin, donc le futur Charles V, le fils de Jean le Bon, réunit des états généraux qui disent, eh bien oui, nous sommes tout à fait disposés à donner l'argent pour payer la rançon, à condition de contrôler son utilisation. Et le dauphin n'est pas du tout d'accord pour accepter ce contrôle. Et vous avez le prévôt des marchands de Paris, Étienne Marcel, excusez-moi, que vous voyez ici, qui se coiffe d'un chapeau royal et qui fait porter au dauphin un chapeau avec les couleurs de Paris, le bleu et le rouge. Donc un événement dramatique, un événement violent. Et peut-être que si on enseignait, si on montrait autant de violence aujourd'hui, devant des élèves de collège, on aurait des plaintes des parents disant « mais vous avez traumatisé ma fille ou mon fils en lui montrant des choses aussi brutales ». Donc on a un enseignement qui, au XIXe siècle, s'est chargé de ce qu'on a appelé ensuite le roman national, c'est-à-dire d'une manière de raconter l'histoire très, très enflammée, qui soulignait les grandes aventures de l'histoire de France. Et on a aussi dit, alors si on dit c'est un roman, le terme est péjoratif dans la bouche de ceux qui l'ont inventé, parce qu'il pourrait laisser penser qu'il s'agit de quelque chose non seulement de romancé, mais que ce serait aussi faux que peut l'être un roman. Excusez-moi pour les amateurs de littérature. Et alors c'est aussi un roman parce que c'est un récit avec un début, un milieu, une fin, et c'est un récit qu'on rédige volontiers au XIXe siècle, au début du XXe siècle, comme l'aventure de la nation française. Et ici, avec cet événement dramatique de l'assassinat des conseillers du futur Charles V, on a un moment de conflit entre les Français. Et quand on enseigne l'histoire de France à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, on dit c'est un moment regrettable, parce que les Français se divisent. On dit aussi, c'est l'annonciation, ça annonce le moment où les Français pourront donner leur avis,
où les États généraux se seront transformés en Assemblée nationale et où la France sera devenue une république. Et donc on est dans une histoire qui est orientée vers le futur. Une histoire qui raconte, une histoire qui romance. Et cette histoire-là, elle a été particulièrement représentée par celui qu'on a surnommé l'instituteur national, et qui était Ernest Lavis. Donc, Ernest Lavis, c'est un universitaire, et à l'origine, c'est le précepteur du fils de Napoléon III. Et au début de sa carrière, il écrit donc un livre d'abord pour le fils de l'empereur, et puis ensuite il le publie au début de la Troisième République, et il explique que les seigneurs protègent les paysans. Et c'est une bonne chose. Et puis la Troisième République poursuit son évolution et devient républicaine, et se met à demander qu'on critique l'Ancien Régime. Et alors Ernest Lavis, à ce moment-là, change d'avis, et il produit cette page extraordinaire sur les paysans et les bourgeois. La misère des paysans. Ils étaient très malheureux, même quand leur seigneur ne faisait pas la guerre. Et donc, il raconte toutes les souffrances des paysans. Et puis, à un moment donné, les paysans donc, étaient traités à peu près comme des bêtes. Et un jour, un paysan dit à ses camarades, « Camarades, nous sommes trop malheureux. Les seigneurs nous traitent comme des chiens, alors que nous sommes des hommes aussi bien qu'eux. » La suite de l'histoire racontée par Ernest Lavis dit que les paysans se sont révoltés et qu'on leur a coupé les mains. Et cette histoire de mains coupées, je l'ai retrouvée dans des manuels du milieu du XXe siècle et dans des manuels des années 90. Et cette histoire, elle a une source. Alors Lavis ne dit pas sa source. Mais elle a une source, c'est un récit de propagande à la gloire des ducs de Normandie, qui explique que chez les ducs de Normandie, l'ordre règne. L'ordre règne tellement qu'on peut laisser des objets précieux dans la nature, personne ne viendra les voler. Et donc le texte dont Lavis s'est servi, il existe vraiment. Et les paysans révoltés se faisaient vraiment massacrer par leur seigneur. Mais c'est aussi un texte qui est un petit peu un texte qui exagère. Et Lavis, il fait une histoire qui est très politique, parce que, ici, il noircit la situation des paysans du Moyen-Âge. Et donc, on a une histoire qui est chargée de faire des républicains. Elle n'est pas chargée de choisir entre les différents types de républicains, mais elle est chargée de faire des républicains. Et en même temps, c'est une histoire d'une extrême qualité pédagogique. Parce que les fondateurs de l'école de la Troisième République avaient lu et étudié en détail tous les pédagogues, en particulier les frères des écoles chrétiennes. Et ils avaient une pratique et un travail très approfondi pour savoir ce qui intéresse les enfants, pour savoir ce qui peut les toucher. Et du point de vue d'un enseignant, c'est extraordinaire de lire les œuvres de Lavis pour voir comment il arrive à construire un récit et comment il arrive à toucher les cœurs. Et en même temps à transmettre des idées, alors qui sont les siennes, et que tout le monde ne partage pas, mais à avoir une technique pédagogique absolument remarquable. Alors vous avez, à la même période, donc Ernest Lavis publie pour la première fois son Histoire de France dans les années 1870. L'édition la plus connue, c'est l'édition de 1913, pardon, excusez-moi. 1913. Et puis, vous avez ici une édition qui date d'après-guerre. Et alors, dans cette édition d'après la Première Guerre mondiale, vous avez, en fait, souvent, on montre moins la violence qu'avant la Première Guerre mondiale. Donc, il y a une légère modification. Et en particulier, on montre moins de batailles, et on montre des enfants qui jouent à la bataille. Mais, donc, Ernest Lavis reste un auteur extrêmement apprécié, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il a continué à être utilisé dans une certaine mesure après. Vous avez son grand concurrent conservateur, moins hostile à l'Église, qui est Jacques Bainville, et qui réalise une histoire qui est assez proche, parce que c'est une histoire qui est au service de la construction de la nation. Donc vous avez par exemple les mêmes anecdotes à propos de Richelieu, qui fait tomber la muraille des châteaux en province. Donc que ça soit Bainville ou que ça soit Lavis, au début du XXe siècle, disent l'histoire de France, c'est la construction de l'État. Et donc, celui qui détruit les châteaux aujourd'hui, on dirait, il brise du patrimoine. Il nous enlève notre passé. Mais le fait de détruire les autonomies des provinces est vu comme une bonne chose. Et alors si on regarde
cette question et comment est-ce qu'elle a évolué par la suite. On s'aperçoit que l'histoire qui continue à être enseignée reste brutalement nationale. C'est-à-dire qu'on peut présenter des documents, des épisodes sur des choses qui concernent une province. Mais il n'est jamais expliqué qu'une situation peut être particulière à une province. Par exemple, on parlera des troubadours, de la culture courtoise, des romans de chevalerie. Mais on ne dira jamais que les troubadours, le mot troubadour, vient de la Languedoc et vient du duché d'Aquitaine. Et donc c'est une production typique du sud-ouest de la France ou du centre de la France, autour de Poitiers, et qui ensuite a été imitée, mais 50 ans, 100 ans après, plutôt 50 ans après, en Champagne, en Normandie, et même plus en Champagne et en Normandie qu'à Paris. Et donc l'histoire telle qu'elle est enseignée, c'est l'histoire de la construction de l'État. Ça l'était à l'époque, et encore aujourd'hui, on a très peu de manuels scolaires, même pratiquement aucun, qui dit voilà, ça existe dans une province et pas dans une autre. Donc on a un enseignement qui, par ce fait-là, a suscité un certain malaise chez les catholiques. En particulier quand il s'agissait de dire que les catholiques avaient pu s'opposer à l'État. Il a suscité une critique très forte chez les régionalistes. Donc vous avez, dans les années 60-70, on commence à écrire une histoire de Bretagne, manuel d'histoire de la Bretagne. Et qui là, met tout ce qu'on ne mettait pas dans le Lavis ou le Bainville. Et vous avez aussi les communistes qui ont fait des tentatives de faire des manuels communistes. Des manuels qui ne défendent pas l'ordre social. Donc le modèle des années, disons, depuis les années 1880 jusqu'aux années 1950-60, est un modèle qui a été très consensuel, qui a rassemblé presque tout le monde. Mais qui, en étant consensuel, en unifiant les choses, mettait de côté des histoires minoritaires. L'histoire des Bretons, l'histoire des Alsaciens, l'histoire des luttes sociales. C'est une histoire qui concernait ceux qu'elle touchait plus particulièrement, mais qui n'avait pas vraiment une place importante dans l'enseignement dominant dans toute la première moitié du XXe siècle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a eu une entrée dans ce que j'appelle l'âge postmoderne, avec la rupture absolument radicale qui se fait autour de mai 68. Alors mai 68 ici pris comme un symbole, mais d'un changement très profond de vision de l'histoire, de vision aussi du corps, de vision de l'homme et de la femme, de vision de la société. Donc je ne rentre pas dans la question de l'histoire du masculin et du féminin, mais il y a vraiment, autour de cette période-là, un changement de civilisation très marqué. Et ici, je vous ai choisi un souvenir d'enfance. C'était mon manuel d'histoire en CE2. Et c'est l'inverse exact des manuels précédents. Vous n'avez, alors ici vous avez l'introduction, vous avez les thèmes. Alors dans les thèmes, vous avez la vie quotidienne, l'agriculture, l'armée, les routes, les maisons. Et on ne montre aucun personnage, aucune date, aucun texte. Donc, si on revient, là, vous avez des personnages, des dates, des textes. Et là, vous n'avez ni personnage, ni date, ni texte. Alors c'est ce qu'on a appelé les activités d'éveil. Et on a dit, l'enseignement de l'histoire fait partie des sciences humaines. Et les sciences humaines fonctionnent, se posent des questions d'un point de vue souvent thématique. Mais on a essayé d'appliquer ça à des enfants de CE1, CE2. Et alors je trouvais que les images étaient très jolies. Mais donc vous avez, à l'époque des châteaux forts, vous avez les maisons en bois, le château de Louis XIV, mais on ne vous dit pas c'est le château de Louis XIV. On vous dit c'est autant des carrosses et des grands voiliers. Et ensuite, autant des trains et des premières automobiles. Et puis, aujourd'hui. Et là, vous voyez cette image rayonnante, radieuse de la modernité. Donc aujourd'hui, nous apprécions à sa juste valeur, mais parce que les temps ont un peu changé. Alors, dans l'enseignement du lycée, il a changé dans les années 60.
là aussi pour parler des civilisations de manière thématique, etc. Et ça a suscité des protestations. Il y a des professeurs qui ont fait comme avant, qui ont gardé leurs vieux livres, ou qui ont adapté les choses, mais en conservant finalement des manières de faire, ou en faisant un compromis avec les manières de faire précédentes. Ici, les manuels, ils donnent une version qui n'est pas une version officielle, ce n'est pas une version d'État, mais c'est une version commune, qui peut être achetée par plusieurs professeurs en même temps. Et les protestations qui ont eu lieu ont abouti à un léger recentrage. Et donc ici, dans l'âge postmoderne, il y a une deuxième époque qui est une époque de compromis. Et ce compromis, il a été déclenché par une campagne de presse qui a commencé dans le Figaro Magazine avec un vulgarisateur historique très connu à l'époque qui s'appelait Alain Decaux et qui dit « On n'enseigne plus l'histoire à nos enfants ». Et Alain Decaux passe à la télévision. Il fait des émissions qui sont très écoutées. Il fait aussi des émissions de radio. Et il est relayé par un journal qui, à l'époque, est extrêmement lu. Y compris par des proches de François Mitterrand. Et François Mitterrand a une formation très classique. C'est une histoire qu'on pourrait raconter, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et François Mitterrand voit ce qui est en train de se faire, et il était, dans le fond, assez attaché à l'histoire qu'il avait reçue dans son enfance, qui était plutôt celle de Jacques Bainville que celle de Lavis, d'ailleurs. Et il a choisi comme ministre de l'Éducation nationale Jean-Pierre Chevènement, qui lui aussi était attaché à une défense de la nation. Jean-Pierre Chevènement était socialiste depuis longtemps, mais tout à fait attaché à la défense du patriotisme et de la nation. Et ils ont fait un programme d'histoire qui rétablissait une trame globale chronologique, qui rétablissait le point de vue central sur la France. Et donc les programmes d'histoire ont été, disons, recentrés, en disant on va quand même continuer à parler surtout de la France. Et ça se fait à partir de 1985. Et il y a eu aussi un recentrage un peu particulier des manuels scolaires. Alors ici, vous avez le modèle du manuel scolaire actuel. Mais c'est un modèle qui est élaboré dans les années 80. Et dans ce modèle, vous avez un texte de cours qui est très réduit. Alors, il peut être aussi, vous avez une demi-page avec le texte du cours, et ensuite, au-delà de ce texte de cours, qui est un résumé extrêmement sec. Blanche de Castille contribue à l'affirmation du pouvoir royal. Alors vous voyez, c'est pas une grande sainte, c'est pas, elle ne se préoccupe pas de l'âme de son fils, elle contribue à l'affirmation du pouvoir royal. Et donc elle sert à l'affirmation de l'État, bon, très bien, merci Blanche de Castille. Et donc on a un texte qui est un résumé, très très court, et ensuite on a un ensemble de documents. Chaque document contient une idée, et une seule. Et ces documents sont toujours des documents d'époque. On n'a pas ce qu'on avait auparavant, qui sont des tableaux qui reconstituent l'époque. Sur un mode un peu cinématographique, comme les péplums, comme les grands films des années 50. Donc au lieu, et on s'est dit, mais ça c'est pas vrai, c'est imaginaire. Et donc on a décidé de ne montrer que des documents d'époque. Donc ça c'est des enluminures, alors si on regarde bien c'est pas exactement d'époque, c'est un petit peu plus tardif, mais c'est quand même assez proche de l'époque de Saint-Louis. Et puis l'idée qu'il y a derrière cet assemblage de documents, c'est de dire, eh bien, l'élève va devenir historien, il va faire comme un historien, qui regarde les documents, et puis à force de les regarder, il va en trouver ce qu'ils contiennent, et il va raconter l'histoire. Et donc on a, dans ces manuels, vous avez un ensemble de questions. Et cet ensemble de questions donc, demande de trouver des indications, et de savoir si le cheval blanc d'Henri IV est bien blanc. Donc en général, c'est des questions très simples, et des questions d'observation. Et ces questions doivent aboutir à des idées. Donc on dira par exemple que le roi de France a reçu une éducation par Blanche de Castille. Donc on voit Blanche de Castille qui fait éduquer Saint-Louis. Et à la suite de cette observation, eh bien, on pourra dire, voilà, j'ai 4 ou 5 idées que j'ai trouvées tout seul, pour l'élève, et ces idées-là, ben, ce sera le cours. Alors dans la pratique, ce dispositif permet de faire deux choses.
soit l'élève construit son savoir, et c'est le projet d'un certain nombre de pédagogues qui considèrent que si on n'a pas construit soi-même son savoir, eh bien, on a fait quelque chose qui ne sera pas solide. Bon. C'est une idée qui est très contestée, c'est ce qu'on appelle le pédagogisme. Donc ça consiste à dire, ben voilà, l'élève trouve lui-même, en lui-même, par sa propre recherche, ce qu'il doit savoir. Et vous avez d'autres professeurs qui disent qu'il faut expliquer. Avec ces livres-là, et un professeur, vous pouvez expliquer. Parce que le professeur dira, le document, celui-là dit telle chose, celui-là dit telle chose, et celui-là dit telle chose. Et voilà, et les documents donnent parfois quand même un peu des anecdotes et des choses concrètes. Et donc, on peut faire un cours relativement classique avec ce manuel. Mais ce modèle-là, qui est le modèle qui existe depuis les années 80, qui n'a pas changé, est un modèle qui ne fonctionne pas sans prof. Donc c'est comme un piano que vous donneriez à quelqu'un qui ne sait pas jouer du piano. Donc quand vous avez un pianiste, c'est-à-dire un professeur, eh bien, il saura appuyer sur telle ou telle touche pour que ça fasse quelque chose d'intéressant. Et il peut faire quelque chose d'intéressant. Par contre, l'enfant qui est tout seul chez lui et qui voit ça, il n'arrive pas à en sortir grand-chose. Alors que le manuel précédent, c'est un texte complet qu'on peut lire tout seul. Donc vous voyez ici, on a un modèle qui n'interdit pas de faire un cours classique, mais qui par contre ne rend plus difficile la lecture autonome. Et je dirais d'une certaine manière, c'est pas fait pour ça. Alors maintenant, on peut avoir une réflexion sur les effets de cet enseignement, et cette réflexion, elle a été menée par des universitaires qui ont demandé à des professeurs de prendre une heure de cours pour dire à leurs élèves de lycée, eh bien, finalement, si vous deviez résumer l'histoire de France dans le temps qui vous est donné, à peu près 3/4 d'heure, eh bien, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, ils l'ont fait avec beaucoup d'élèves, en France et un peu dans les pays étrangers, et là, ils ont fait, ce qu'on fait aujourd'hui avec les systèmes informatiques, un nuage de mots, les guerres, guerre mondiale, monarchie, Louis, histoire, Napoléon, roi, révolution, république. Et cette enquête, elle est très intéressante parce qu'elle montre qu'on a ce qui reste quand on a tout oublié. On a la confiture qui est restée sur la tartine. Et qui est une sorte de récit national atténué, simplifié, mais qui garde un peu les grandes structures. Il y a eu des rois, maintenant il y a la République. Et peut-être c'est plutôt mieux. Donc, on a ici, vous voyez, ce que je voulais dire avec ça, c'est de dire qu'on a une sorte de compromis entre des tendances finalement très différentes. Ceux qui restaient attachés aux grands personnages, ceux qui voulaient les faire disparaître, et qu'on est resté sur cet équilibre entre les années 80 et les années 2000. Et dans les années 2000, on est passé à des périodes de polémiques très vives sur les programmes. Donc, après 2007, Nicolas Sarkozy modifie les programmes d'histoire, enfin, fait modifier les programmes d'histoire, et il avait été décidé en 2001 qu'on enseignerait l'histoire de l'esclavage. Et donc si on enseigne l'histoire de l'esclavage, on doit parler de l'esclavage des Noirs qui étaient achetés en Afrique et transportés en Amérique au XVIIIe siècle. Et si on ne parle que de ça, on dira que les Européens étaient des salauds. Et de fait, faire ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais ils ont décidé de dire on va aussi parler de l'esclavage en Afrique, au Moyen-Âge, où vous avez les musulmans du nord de l'Afrique qui vont chercher des esclaves au sud. Ça n'a pas été présenté comme ça. On a dit on va étudier les royaumes africains, pardon. On étudie les royaumes africains, et on donne une liste, et dans les royaumes, il n'y a que des royaumes esclavagistes, et il n'y a pas le royaume qui n'est pas spécialement esclavagiste, qui est l'Éthiopie chrétienne. Donc il s'agissait de parler de l'esclavage. Mais ça a fait scandale, parce que vous avez ici une affiche qui a été postée sur Internet, qui a donné lieu à une pétition disant bah, il ne faut pas qu'on réduise Louis XIV, qu'on réduise Napoléon, c'est notre histoire, et donc il ne faut pas enseigner le Songhai ou le Monomotapa. Alors le Monomotapa est un nom qui sonne, qui frappe, et qui est un nom de royaume africain, et donc ça a eu un énorme écho. Il y a eu une pétition, enfin bref, ça a fait une polémique très très forte voilà, sur les programmes d'histoire. Donc là, vous voyez, on est après 2007,
Et on est dans une époque où un certain nombre de gens disent, eh bien, histoire fabriquée, où j'ai repris les manuels de l'époque de Nicolas Sarkozy, et les manuels plus anciens, mais surtout ceux de l'époque de Nicolas Sarkozy, pour dire, eh bien, est-ce que c'est aussi biaisé que celui-là, qui est plus ancien? Alors là, c'est un de ceux qui m'a donné envie de faire ce livre. C'est la couverture d'un manuel de seconde, où vous voyez un jeune révolutionnaire, plutôt souriant, l'air sympathique, et en couverture d'un manuel des éditions Hatier. Mais si on regarde l'image entière, il s'agit d'une estampe de l'époque de la Révolution, où on voit ce révolutionnaire tout aussi sympathique, qui est en train de se torcher le cul, avec la condamnation par le pape des réformes que la Révolution avait imposées à l'Église au début de la Révolution. Et donc, ça a dû bien faire rigoler quelques profs d'histoire qui connaissaient l'estampe. Ils se sont dit, ah mais regardez, là on va pouvoir continuer à se moquer de l'Église en douce. Mais ici, vous voyez, c'est un cas particulier. On peut se dire, c'est une blague entre spécialistes. Et donc j'ai voulu savoir ce qu'il en était de manière statistique. Et donc dans mon livre L'Histoire fabriquée, j'ai essayé de montrer les procédés qui peuvent conduire à une déformation de l'histoire. Et vous en avez un qui est le plus connu, le plus pratiqué, c'est l'omission. Alors vous avez ici un document de manuel scolaire, représentation de l'enfer. Comment l'enfer est-il représenté? Vous voyez un grand diable, des flammes, etc. Pourquoi avoir peint cette scène dans une église? Il n'y a qu'une réponse possible, pour faire peur. Pour que les gens aient peur. Et qu'ils obéissent à l'église. C'est la réponse logique. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils expliquent quelle est la source. Florence, baptistère San Giovanni. Donc je suis allé sur Internet, et j'ai trouvé de très belles photos du baptistère San Giovanni, que vous voyez ici, avec le Christ, les ressuscités, et l'enfer. Et vous avez ici un enfer qui est quand même tout petit. Et donc on triche sur la proportion. Alors, deuxième exemple, on a des déséquilibres politiques. Et, il faut le dire, dans les manuels scolaires jusqu'à une date très récente, l'eurosceptique était toujours un Anglais solitaire. Toujours un monsieur tout seul. Vous voyez, le pauvre, il est tout seul. Alors déjà, ça doit être un riche. S'il a une cravate, il est devant un immeuble de bureau. Et il est tellement tout seul qu'il est obligé d'avoir une grande affiche, un grand drapeau. Il est tout seul, ce pauvre monsieur. Et puis, de l'autre côté, vous avez une affiche des années 50 avec, à l'unité de l'Europe, la jeunesse dit oui. Et tout un grand nombre de mouvements. Et puis, tous les drapeaux européens, tous les drapeaux du Conseil de l'Europe, ce qui fait que vous avez la Turquie. Bon. Et dans cette liste, vous avez plein de mouvements démocrates chrétiens. Mais ça n'est pas souligné par le manuel. Et donc ici, le déséquilibre, il est par rapport au réel. Parce que dès les années 90 ou 2000, l'opinion de Grande-Bretagne était relativement eurosceptique. Et donc si on avait voulu montrer le réel rapport de force, il aurait fallu montrer une manifestation avec un certain nombre de personnes pour donner une image qui soit juste. Et alors j'ai aussi appliqué cette même méthode à regarder dans le programme de terminale, on demandait de parler de la gouvernance économique mondiale. Bon. Et en montrant des économistes. Et donc j'ai fait la liste des économistes et regardez pour qui ils travaillaient. Il n'y avait pratiquement aucun économiste communiste. Mais vous aviez beaucoup d'économistes proches de Dominique Strauss-Kahn, Jacques Attali, Jean Pisani-Ferry, conseiller de Jacques Delors et de Lionel Jospin. Donc centre-gauche. Mondialisation et redistribution étatique. Et puis un manuel qui ne va pas dans le même sens et qui lui, au contraire, citait des économistes qui étaient très critiques vis-à-vis de l'hyperendettement contemporain. Et donc ici, on est juste après la crise de 2008. Et donc vous avez plein de manuels qui disent, bon bah c'est un accident de passage, et un manuel qui dit, ah peut-être qu'il y a eu un problème. Donc là, c'est les références qui sont déséquilibrées parce que, entre plusieurs possibilités, ben, on n'en montre qu'une. Et puis, vous avez une autre chose qui est que
vous avez des manuels qui, parfois, cèdent à la tentation du spectaculaire et de l'émotionnel. Et vous avez ici une photo qui est une grande photo, en ouverture d'un chapitre, avec deux Africains qui sont en train de porter un monsieur qui est vraiment gros et fatigué. Et c'est le symbole de la colonisation dans le manuel en question. Vous avez aussi 2-3 autres images du même tonneau. Et donc ici, vous voyez, c'est pas un procédé sur l'équilibre, c'est un procédé sur l'émotion et l'image. Et alors maintenant, quand j'ai avancé dans ce travail, je me suis dit, ben, il y a aussi des choses qui révèlent la mentalité contemporaine. Alors par exemple, je n'ai trouvé, et je n'ai pas encore trouvé, de citation de quelqu'un qui se serait engagé volontairement dans la Première Guerre mondiale. Il y a eu à peu près 30 000 étrangers qui se sont engagés volontairement, qui n'étaient pas obligés de partir au combat, qui y sont partis. Vous en avez qui sont partis au début, on peut se dire. Mais il y a eu une baisse des engagements volontaires en 1915, 1916, et une remontée en 1917 et 18. Donc il y a eu des gens qui étaient volontaires. Comme, ici, vous avez Jean-Corentin Carré, qui est un jeune breton, qui a triché sur son âge pour aller se battre. Qui a envoyé une lettre de remerciement à son instituteur. Et dans les manuels scolaires, je n'ai trouvé qu'une seule personne qui était volontaire pour aller au combat, c'est Bécassine, qui veut devenir infirmière. Bon, elle fait n'importe quoi, elle n'est pas admise, mais... Voilà. Et donc on a un certain nombre de déformations, qui sont des déformations parfois volontaires, et parfois involontaires, comme vis-à-vis des femmes. Et donc j'ai fait un comptage personnel sur la chrétienté médiévale, où j'ai trouvé, sur 407 documents, 11 documents produits par des femmes, ou dont une femme est un sujet principal. Et 34 autres documents sur 407, dans lesquels on voit des femmes. Donc très peu. 2,7 et 8,3%. Et peu de temps auparavant, vous aviez eu des féministes qui font partie d'un mouvement militant féministe financé par le Conseil régional d'Île-de-France et qui ont fait un calcul sur d'autres livres, mais qui aboutit au même résultat. Très peu d'exemples féminins. Alors, déjà parce que dans les sources historiques, il n'y en a pas beaucoup. Parce que la production historique a souvent été faite par des hommes, etc. Il y a plein de raisons. Mais on a, si vous voulez, dans la manière de faire qui peut déformer l'histoire, on a des choses qui sont volontaires, qui sont de malveillance, et on a des choses qui révèlent un état d'esprit. Et en particulier, un état d'esprit qui, par exemple, dit ben, on ne peut plus se battre, la violence est mauvaise par nature. Et la violence pour le bien est un peu plus difficile à assumer. Donc ce que montrait cette enquête que j'ai réalisée avec mon livre « L'histoire fabriquée », c'est qu'il y avait des déformations finalement assez importantes sur un certain nombre de sujets. Alors j'ai essayé aussi à chaque fois de montrer des éléments positifs, des éléments intéressants, des éléments bien réalisés. Et puis, il ne faut pas oublier que il y a aussi quand on a ces photos-là, c'est qu'elles ont vraiment existé, qu'il s'est vraiment passé des choses qui n'étaient pas sympathiques. Mais ce qui est gênant dans cette production, c'est qu'il y a des déséquilibres qui sont même assez marqués. Et donc ça, c'est un constat que j'ai pesé en 2012. Et qui est intéressant à voir. Ce que nous allons voir maintenant, c'est l'évolution actuelle. Et ici, je vais chercher à montrer que nous sommes dans un « et en même temps ». Donc vous connaissez la fameuse formule électorale d'Emmanuel Macron, « et en même temps », qui a eu des déclinaisons historiques sur lesquelles je ne reviens pas, mais nous allons voir que les évolutions récentes de l'enseignement de l'histoire vont nous montrer à la fois des éléments qu'on peut trouver intéressants, des éléments regrettables, et soit dans les programmes, soit dans les livres. Alors nous allons voir qu'il y a un retour de la chronologie, volontaire, qui sera enseigné pour tous les élèves de lycée dans ce qu'on appelle le tronc commun, c'est-à-dire tous les élèves qui seront au lycée général. Et puis, il y a un certain nombre d'améliorations des manuels scolaires dont je vais vous parler. Par contre, on peut constater que la géographie reste, elle aussi, extrêmement politisée, sans vraiment de modification, et que les programmes de spécialité sont très, très politisés. Alors la spécialité, pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au fait de la réforme actuelle, ça consiste à dire que les élèves qui rentrent en première choisissent
d'approfondir plus particulièrement certaines matières pour préparer leurs orientations futures vers l'enseignement supérieur. Et parmi ces matières, il y a une spécialité qui est largement composée par de l'histoire-géographie. Et dont je vais vous parler, et qui là est très politisée en faveur du modèle idéologique qu'Emmanuel Macron défend. Voilà, nous allons voir ça. Et nous allons voir ça déjà à partir du texte officiel. Parce que dans l'éducation nationale, il y a des textes qui définissent les buts de l'histoire et de la géographie au lycée. Et ces textes répondent de manière tout à fait claire à la revendication de ceux qui veulent de la chronologie et qui veulent un retour à une histoire plus personnalisée. Vous avez l'idée que l'histoire permet de discerner l'évolution des sociétés et des cultures. Ça, c'est l'histoire thématique. Virgule, des différentes phases de leur histoire. Donc, si on dit des différentes phases de leur histoire, ça veut dire que les sociétés évoluent et qu'on peut montrer des évolutions. Donc, il faut être chronologique. Et ainsi que les actions et décisions des acteurs. Et ça, c'est très très important parce que c'était très oublié dans l'enseignement de l'histoire jusqu'à l'époque récente. En tout cas, dans les manuels d'histoire, où on ne montrait jamais d'action individuelle. On montrait l'évolution de la société, mais pas une action personnelle. On montrait la construction de l'État par Blanche de Castille, mais pas les choix de Blanche de Castille. Vous voyez, Blanche de Castille était un instrument de l'État. Alors que là, il est demandé de souligner les actions et décisions des acteurs de l'histoire. Et puis, il est aussi ajouté, et il faut les confronter à l'altérité, par la connaissance d'expériences humaines antérieures et de territoires variés. Alors là aussi, je trouve ça assez heureux, parce que ça revient à dire que les époques antérieures ne sont pas les nôtres. Et donc on peut y rencontrer des comportements qui ne sont pas les comportements dominants d'aujourd'hui, et qu'il est nécessaire de chercher à les comprendre. Que l'approbation ou la désapprobation, c'est une autre histoire. Et ça répond à une critique qui était faite à l'enseignement, par exemple, sur la Première Guerre mondiale. On dit, ben voilà, c'est horrible. J'ai un élève qui m'a dit, mais l'État a été irresponsable de laisser un enfant de 15 ans aller dans des tranchées. Et je lui ai dit, ben, c'est bien de m'avoir écrit ça dans votre copie. Mais c'est de la philo. C'est une réflexion tout à fait honorable. Mais ça ne cherche pas à savoir ce que les gens de l'époque pensaient. Et on peut très bien considérer que c'est idiot, mais pour eux, ils n'avaient pas cette idée-là. De dire les tranchées sont un endroit dangereux, donc il ne faut pas y être. Vous voyez, cette idée-là de dire qu'on ne met pas un enfant dans une tranchée. Alors de fait, les enfants, il fallait avoir 17 ans pour pouvoir s'engager. Donc bien sûr, on ne mettait pas les enfants dans les tranchées. Mais, par contre, l'idée de dire c'est un endroit dangereux dont il faut s'enfuir, c'est, d'une certaine manière, c'est Louis-Ferdinand Céline qui a dit ça. Qui a écrit après la guerre, après avoir fait une guerre très courageuse, pendant l'entre-deux-guerres, Louis-Ferdinand Céline dit que, il fait une description horrible de la Première Guerre mondiale, dans Voyage au bout de la nuit, où il dit ben, « Je suis entouré par des fous, et je n'ai qu'une envie, c'est de m'enfuir comme un lâche ». Louis-Ferdinand Céline, il a eu des médailles pour son courage. Mais dans son livre, il dit « J'ai eu envie de me tirer ». Et cette idée de dire les tranchées, c'est un endroit dangereux, c'est un endroit horrible, il s'en était rendu compte. Hein. Mais aujourd'hui, on a tendance à ne voir que ça. Et donc le nouveau programme, il est intéressant, en tout cas dans son projet, de dire il faut se confronter à quelque chose de différent. La réalisation n'est pas parfaite. Mais vous avez déjà ce projet-là. Il y a un deuxième point qui est un peu plus loin dans le texte du programme, mais qui dit que chaque thème est structuré en chapitres, le programme propose des axes. La parole du professeur joue un rôle essentiel. Elle garantit la cohérence, dégage les évolutions d'ensemble et les moments charnières, met en place le contexte général de la période, et la parole du professeur précède l'étude des documents. Et ça, prenez la Terre, vous la renversez, vous la mettez dans le sens inverse, c'est vraiment un changement important. Et c'est d'autant plus un changement important que quand vous avez un nouveau programme, il y a des réunions pédagogiques. Et les réunions pédagogiques sont faites pour que les professeurs en exercice rencontrent des inspecteurs pédagogiques régionaux ou bien des formateurs pédagogiques
qui leur explique comment appliquer les nouveaux programmes. Et là, donc, vous avez ici, c'est une prise de notes qui a été réalisée, donc c'est juste un résumé de ce qui a été entendu par la personne qui a pris des notes. Mais donc, présentation, préambule des nouveaux programmes, en disant que, et là, vous voyez, présentation des nouveaux programmes. On commence par les points de passage, donc on commence par les exemples. On ne dit pas la parole du professeur précède. On commence par les exemples qui sont associés au récit du professeur. Mais le récit du professeur est en sens inverse. Et ensuite, il y a des exposés, des débats, etc. Donc l'enfant construit son savoir par des exposés et des débats. Et puis, éviter de faire de l'histoire comme un processus linéaire. Présenter les événements comme des potentialités. Et alors, présenter les événements comme des potentialités, c'est le dernier truc à la mode. Ça consiste à dire que, on peut dire, ah oui, il y a eu un événement, par exemple, si Christophe Colomb n'était pas arrivé en Amérique, qu'est-ce qui se serait passé? Ouais, pourquoi pas. Mais éviter de faire de l'histoire comme un processus linéaire. Alors ça, c'est très clair. Ça veut dire que l'inspecteur pédagogique régional, quand il va venir inspecter un professeur, et il viendra maintenant 3 fois dans sa carrière, donc ça veut dire que quand il vient, il détermine l'évolution de carrière pour 10 ans. Il va venir et il va dire, est-ce que vous enseignez l'histoire comme un processus linéaire? Est-ce que vous faites de l'histoire chronologique? Et si vous faites de l'histoire chronologique, eh bien c'est mal. C'est d'autant plus mal que vous appliquez le programme. Et donc ici, ça nous montre qu'il y a en fait une bataille interne à propos de la pédagogie à l'intérieur de l'institution scolaire, entre des gens qui sont favorables à la chronologie et des gens qui sont très hostiles. Globalement, les inspecteurs sont plutôt hostiles à la chronologie. Et alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Freiner l'évolution de carrière, donc faire qu'on gagne moins d'argent. Pas beaucoup moins, mais moins d'argent. Et gronder les professeurs. C'est-à-dire que cette pression-là, vous voyez, c'est tout à fait typique, c'est une pression morale. Systématique. Genre torture chinoise, une petite goutte tous les jours. Mais les inspecteurs ne viennent pas très souvent. Et donc, dans la vie pratique, les professeurs font à peu près ce qu'ils veulent. Ils respectent les programmes, mais ils peuvent choisir d'être chronologiques ou de ne pas l'être. Mais vous voyez, vous avez cette sorte de pression qui, à vrai dire, finit par être assez agaçante. Donc, en général, au bout d'un certain temps, les professeurs disent « bon, d'accord, très bien », et ça ne les impressionne plus. Mais vous voyez, vous avez cette bataille, c'est-à-dire que le retour à la chronologie, il est tout à fait réel, on va le voir dans les manuels, mais c'est une bataille. Et nous allons le voir avec cette histoire de manuel scolaire. Et donc vous avez ici un chapitre qui est un chapitre nouveau, dont je vais vous parler un peu plus dans un instant, mais qui concerne l'évolution de l'État à l'époque de Louis XIV. Et donc c'est quelque chose qui est enseigné en classe de seconde et qui ne l'était pas auparavant. En classe de seconde, on parlait de la Renaissance, on parlait des scientifiques, de Galilée, d'Émilie du Châtelet, et ensuite on passait à la Révolution. Et là, on a décidé de remettre Louis XIV en seconde. Et vous avez un cours qui est, dans tous les manuels ils ont fait ça, le cours est dans les premières pages du chapitre. C'est le même cours qu'avant, hein. Mais il est dans les premières pages du chapitre et vous n'avez que le cours. Et ensuite, vous n'avez que les documents. Donc ça applique le texte du programme et ça veut dire que le ministère a dit aux éditeurs, il faut faire comme ça. Et les éditeurs ont dû accepter. Bon, dans la pratique, on peut faire comme avant. On regarde les documents, on regarde le cours après. Mais vous avez cette idée donc du cours qui précède le chapitre. Et puis, vous avez la chronologie. Alors, la chronologie, elle n'a pas disparu. Dans les manuels des années 80, vous avez déjà une chronologie en début de chapitre. Et ici, le dispositif visuel consiste à dire, vous avez l'ensemble du programme avec les différentes époques. Ensuite, vous avez l'époque moderne. Ensuite, vous avez la période concernée par le cours sur le développement de l'État au XVIIe siècle. Entre le XVIe et le début du XVIIIe siècle. Et donc, on a une chronologie qui est plus détaillée, plus précise que dans les livres précédents. Ce qui veut dire que les manuels scolaires ont tenu compte
de l'évolution qui est indiquée par les programmes, du point de vue de la chronologie. Alors ils en ont aussi tenu compte dans le choix des sujets. Et là, c'est beaucoup plus prévisible, mais c'est tout à fait marqué, puisque vous avez donc un chapitre qui s'appelle « L'affirmation de l'État dans le Royaume de France », dans lequel on ressort des récits tout à fait traditionnels qu'on trouvait dans le Lavis ou dans le Bainville au début du XXe siècle, avec par exemple une étude sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose l'usage du français dans l'administration à l'époque de François Ier, au XVIe siècle. Et on a aussi une étude ici sur les duels à l'époque de Richelieu, qui n'est pas obligatoire mais qui est possible. Et ici on a un manuel scolaire qui enrichit la perspective qu'on avait à l'époque du Bainville ou du Lavis. En disant, voilà, on va parler de l'affirmation de l'État dans le Royaume de France, donc on va parler du résultat de cette affirmation avec Louis XIV. Ça, c'est très classique. Mais ils ont ajouté une présentation qui dit, au XVIe siècle, le roi gouverne avec ses sujets, parce que les États généraux sont réunis souvent au XVIe siècle. Alors en fait, ils sont réunis en 1484, ils sont réunis en 1576, 1588, 1594 et 1610. 1614, pardon. Et les États généraux sont réunis en période de crise, ils essayent de s'emparer du pouvoir royal. Et ça, c'est une histoire qu'on ne racontait pas dans le Bainville ou dans le Lavis. Et donc, il y a une légère ouverture vers des thèmes de recherche plus récents. Mais globalement, on reprend les figures classiques de l'histoire de l'affirmation de l'État. Et là, vous voyez, ça répond aux revendications des années 2000, qui disaient, ben voilà, on a une histoire qui n'enseigne plus la nation. Et on est revenu à une histoire qui utilise même le mot de nation. Parce que, et là je vais vous montrer les titres de chapitres du programme de première. Alors la Révolution est étudiée en première. On commence en 1789 le programme de première pour tous les élèves du lycée général. Et vous avez, premier chapitre, la Révolution et l'Empire, une nouvelle conception de la nation. Donc vous avez le mot nation. Vous avez un flot de drapeaux bleu, blanc, rouge pour les serments au drapeau à l'époque de Napoléon. Et cette idée de mettre le mot nation, vous avez des gens qui ont des palpitations quand ils voient ça. Bon. Mais donc c'est un choix tout à fait conscient et volontaire. Et ici, il y a une petite chose qu'il faut dire. Si vous mettez un sujet au début du programme, il sera étudié en détail. Si vous le mettez à la fin, il ne sera pas étudié. Donc ce qui a fait scandale à l'époque de Sarkozy, c'est que on avait mis Louis XIV à la fin du programme de 5e. Donc Louis XIV était à la fin du programme. Donc il n'était jamais étudié. Et on avait mis la naissance de l'islam au début. Et donc on avait 2 mois sur la naissance de l'islam. Alors évidemment ça suscitait une certaine émotion. Et puis rien sur Louis XIV. Mais ce n'était pas le texte du programme, c'était la pratique. Parce que je suis obligé de vous le dire, les professeurs d'histoire sont très bavards. Alors j'ai essayé de ne pas être trop. Mais donc vous avez une autre caractéristique, c'est que le nouveau programme essaye d'être systématique. Donc vous avez la Révolution, la restauration monarchique, la Deuxième République, le Second Empire, l'industrialisation, la construction des nouveaux États, donc l'unité italienne, l'unité allemande. Vous avez ensuite, toujours pour le 19e siècle, la Troisième République, les évolutions de la société française, avec là quelques manifestants révolutionnaires. Et puis, vous avez la guerre de 14-18 et les tentatives de construction d'un ordre des nations démocratiques après la guerre de 14-18. Ces 2 derniers chapitres, vous voyez, chapitre 9, chapitre 10, c'est le récit de la guerre, enfin c'est la vie des gens pendant la guerre, chapitre 11, donc c'est l'après-guerre, seront étudiés sans doute assez vite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et donc c'est une critique qui est faite par certains, de dire, ben, on a voulu faire riche, on a voulu dire beaucoup de choses, et c'est très très honorable, mais alors si vous le faites en faisant construire les choses par les élèves, vous n'y arriverez pas. Si vous le faites de manière classique, vous allez y arriver, mais vous allez aller vraiment vite. Parce que les capacités d'apprentissage des élèves d'aujourd'hui sont, en termes de quantité d'informations, ne sont pas énormes. Sauf dans les lycées un peu sélectifs. Bon. Donc vous voyez, évolution donc, du point de vue de
la prise en compte de la volonté de récit national, et qui est, à mon avis, tout à fait réel. Et puis, il y a aussi, les manuels scolaires ont essayé d'éviter d'être source de polémique. Et, par exemple, vous avez sur les chapitres sur la colonisation, vous n'avez aucune image choquante. Donc là, vous avez l'Algérie, une agriculture au service de la métropole. Bon, être au service, c'est un peu dur, mais c'est pas choquant. Et vous avez une vue du port d'Alger, l'almanach du petit colon, bon, des documents classiques hein, qu'on voyait déjà avant, mais il n'y a plus de documents aussi choquants que celui que je vous ai montré précédemment. Alors, on a aussi une présentation qui montre les résistances contre la colonisation. Et ici, c'est intéressant parce qu'on a dit, et je fais partie de ceux qui l'ont dit, que l'histoire ne montrait pas des gens résister à ceux qui leur étaient imposés. Par exemple, on raconte le génocide des Juifs, mais les manuels qui disaient, eh bien, il y a des gens qui s'y sont opposés, il y a des justes, il y a des gens qui ont caché des Juifs, ces manuels-là étaient très rares. Et ici, on a choisi de montrer les gens qui ont résisté à la colonisation pour ne pas donner l'impression aux descendants des colonisés qu'ils se sont laissés faire. D'un point de vue de l'impression politique que ça peut donner, ça peut être discuté, mais c'est intéressant de dire qu'il y a une prise en compte de la possibilité d'agir. Vous avez aussi un document qui montre les tirailleurs sénégalais qui sont populaires, qui étaient bien vus, et pas seulement ridiculisés. Donc on a, vous voyez ici, une modification de la manière de raconter la colonisation. De montrer qu'elle a été en débat, bon ça c'était déjà fait. Mais ici, vous voyez, il y a un aggiornamento non seulement sur les images choquantes, mais aussi sur un certain nombre de raisonnements implicites qui étaient présents dans les manuels scolaires des années 2000 et contre lesquels on essaye d'évoluer. Enfin, les auteurs de manuels scolaires essayent d'évoluer. Bon, avec des choses qui ne sont pas encore tout à fait neutres. Vous avez par exemple ici, pourquoi le Maurras est-il resté dans la Constitution? C'est une polémique contemporaine. Et une image du Tour de France de 2 enfants. Manuel d'école primaire, manuel de leçons de choses, de géographie de l'école primaire, et qui est célèbre parce que vous avez la race blanche, la race rouge, la race jaune, la race noire, mais ils n'ont pas osé accuser la République. Parce qu'en fait, en dessous, vous avez un commentaire dans le livre d'origine, ce livre qui a été diffusé très largement dans énormément d'écoles sous la Troisième République, et le commentaire dit que les blancs sont beaux, et que les noirs ont le nez trop court, et les jaunes, les yeux trop larges. Et donc le commentaire était, on pourrait le dire, franchement raciste. Là, ils n'ont pas osé le dire. Bon, personne n'est parfait. Alors, il y a aussi une modification sur comment dire, une balance qui a été souvent déséquilibrée. Quand on nous faisait étudier dans les années 2000, mais pas dans les années suivantes, mais dans les années 2000, on étudiait la Méditerranée au Moyen-Âge. Et on disait que c'était un espace d'échange. Donc la Méditerranée au XIIe siècle, c'est un espace d'échange, mais il y a quand même les croisades. Et là, le texte du programme dit « Méditerranée médiévale, espace d'échange et de conflit » à la croisée de 3 civilisations. Et dans le texte des manuels, on cite très souvent Saint Bernard qui écrit un texte pour encourager les gens à devenir templiers. Et dans les manuels que j'ai dénoncés dans mon livre, on disait « Oui, bon, si vous tuez des musulmans, vous allez au paradis ». Et c'est dans le texte de Saint Bernard. Mais on ne citait jamais ce qui est à la suite du texte, dans Saint Bernard, qui est « Si on pouvait faire autrement, il faudrait ne pas les tuer ». Et les manuels actuels mettent aussi ce passage-là. Donc ils disent, voilà, oui, bah, Saint Bernard dit qu'il faut faire les croisades, mais il dit aussi que eh bien, le but c'est quand même de défendre les chrétiens d'Orient, que c'est peut-être quand même pas un idéal absolu. Alors il y a une dernière chose qui n'est toujours pas citée, c'est que ce texte de Saint Bernard, vous avez un début qui dit « Les chevaliers habituels sont des brutes imbéciles et efféminés. Les bons chevaliers vont en croisade.
pour défendre les chrétiens d'Orient et pour rendre possible le pèlerinage à Jérusalem. Et ensuite, à peu près 80% du texte, c'est une description des lieux saints pour dire on prie mieux quand on est à Jérusalem. Mais là, ça n'intéresse pas les manuels, parce qu'ils ne veulent pas montrer ça. C'est pas forcément une mauvaise volonté, hein, mais c'est pas leur projet. Donc vous voyez, il y a une évolution. Alors cette évolution, elle n'est pas parfaite non plus, parce que vous avez ici un texte qui explique que les chrétiens sont protégés par Saladin, donc sous la domination musulmane, protégés d'une manière un petit peu ferme, mais protégés. Et vous avez une image qui dit « Philippe Auguste chasse les Juifs du domaine royal ». Donc le texte touche moins que l'image. Alors, ici c'est quelque chose d'important aussi à noter. Si vous êtes un élève qui travaillote, qui fait semblant de travailler, qui a l'impression de travailler, qui révise ses leçons en écoutant de la musique, qui a un élève finalement assez largement représenté, bon, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire, personne n'est obligé d'aimer l'histoire. Mais si vous êtes un élève qui fait ça, en général, il ne retiendra pas le cours, mais il retiendra l'image. Il aura un souvenir vague qui va se transformer en préjugé, en béton armé. Donc dire, oui, regardez, ils ont été méchants avec les Juifs. Bon, les musulmans faisaient exactement la même chose. Bon, ils ne les chassaient pas en bloc, bon, il faudrait rentrer dans le détail, j'étais un peu simplificateur en disant ça, mais en tout cas, être juif en pays musulman au Moyen-Âge, c'est pas forcément une partie de plaisir. Bon. Mais vous voyez, les mauvais élèves, entre guillemets, ou les élèves pas sérieux, ils ne retiennent que les influences, les choses un petit peu subreptices. Les bons élèves, ils retiennent ce qu'il y a dans le cours. Et donc eux, finalement, ils ont une vision de l'histoire qui est beaucoup plus juste, ou qui correspond en tout cas à ce qui leur a été transmis. Alors sur la guerre, là, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Sur la guerre de 14, on a toujours le modèle du soldat qui souffre, donc les fantassins britanniques à l'assaut, le char d'assaut, et puis les textes d'Ernest Junger, donc qui décrivent la brutalisation des soldats. Le fait que les soldats sont soumis à une violence terrible. Et c'est tout à fait vrai, mais on n'a toujours pas d'exemple de soldats volontaires engagés par patriotisme, malgré leur souffrance tout à fait réelle et consciente. Et ici, ça nous renseigne sur notre époque. C'est-à-dire qu'on est capable de changer de point de vue par rapport aux croisades. Ça devient plus acceptable. Par contre, le rapport à la violence de guerre, le rapport à la Première Guerre mondiale, le rapport à la nation, au combat, reste un rapport qui est compliqué. Et ici, c'est très intéressant aussi de voir que les manuels scolaires ne montrent pas tellement de personnages individuels faisant des choix personnels. Donc le programme dit qu'il faudrait montrer des choix, mais les manuels n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que il y a une résistance qui n'est pas une résistance volontaire. Les manuels ont fait le ménage quand il fallait le faire, ou sur des choses très visibles. Mais sur les structures de mentalité contemporaine, de dire, bah oui, on est pris dans le mouvement, on ne peut pas résister. On est plutôt victime qu'acteur de l'histoire. Sur ces structures-là, c'est des structures qui changent beaucoup plus lentement. Sur le côté un peu désabusé de l'enseignement de l'histoire, je pense qu'on n'a pas encore tellement évolué. Et là aussi, ici on raffine un petit peu, mais si on regarde la manière dont les femmes sont présentées, on a une évolution très nette, c'est que vous avez des pages très nombreuses sur les militantes féministes qui ont milité pour obtenir le droit de vote. Bon, très bien. Et bon, c'est intéressant, mais on a du mal à montrer ce que c'était que la vie d'une femme au XIXe siècle. Et ici, j'ai choisi un exemple d'une veuve patronne d'industrie. Parce que le XIXe siècle est clairement misogyne, donc met de côté les femmes du point de vue juridique, mais il aime encore plus la propriété. Et donc une femme qui est propriétaire des actions d'une entreprise, et qui a des enfants qui sont trop jeunes pour diriger l'entreprise, eh bien, peut être la directrice de l'entreprise. Et donc vous avez ici un papier à l'ordre de veuve de Dietrich et fils. Donc elle gère l'entreprise de Dietrich, qui est une entreprise sidérurgique importante en Alsace. Et donc c'était une demoiselle, Amélie de Berkheim, qui a dirigé l'entreprise de Dietrich au début du XIXe siècle. Et c'était une femme d'affaires tout à fait redoutable, qui a très bien réussi, qui a développé l'entreprise familiale. Et ça,
on n'arrive pas encore à le montrer dans les manuels d'histoire. À dire, voilà, il y a plusieurs modèles féminins, et même le modèle du 19e siècle, qui est très injuste du point de vue juridique, est un modèle qui permettait aussi des formes d'expression féminine. Et là c'est pas encore passé. Donc vous voyez, il y a des choses qui évoluent, et des choses qui évoluent moins. Alors, toujours sur cette question des femmes, on a de grands développements sur Émilie du Châtelet, qui a été la copine de Voltaire pendant un moment, et qui était la traductrice de Newton. Et donc on montre des femmes scientifiques. Et on insiste beaucoup là-dessus, pour lutter contre les stéréotypes de genre. Et alors, c'est pas uniquement ça, c'est pour encourager les jeunes filles qui sont au lycée à faire des carrières scientifiques. Parce qu'il y a des jeunes filles qui réussissent très bien dans les carrières scientifiques et qui sont très heureuses. Et donc l'idée, qui à mon avis est en fait une idée assez justifiée, de dire vous pouvez faire ça. Et Émilie du Châtelet, certaines personnes disent que sa traduction des œuvres de Newton est en fait bien meilleure que l'œuvre d'origine, et bien plus claire. Donc Émilie du Châtelet n'est pas un personnage inintéressant. Et puis on cite aussi quelqu'un de beaucoup moins connu, Laura Bassi. Et vous avez un livre qui raconte son histoire, elle fait des maths. Et vous avez un autre livre qui dit, elle fait des maths, et elle est la première femme admise à l'Académie des sciences de Bologne. Elle est professeure de physique à l'Université de Bologne. Sa carrière est soutenue par l'archevêque de Bologne, qui est devenu le pape Benoît XIV. Ah, ici vous avez ce qu'on trouve en fait souvent dans les manuels, mais de manière minoritaire. Un fait qui va contre les idées reçues. Et dans mon livre L'Histoire fabriquée, j'ai été critique, mais j'ai aussi essayé de montrer à chaque fois, voilà ce que disent les manuels, et de temps en temps, ils disent quelque chose comme ça, qui est inhabituel, et qui est intéressant, qui enrichit notre regard. Et puis, dans certains cas, ils oublient de le dire, et à ce moment-là, on peut essayer de le dire quand même. Donc par exemple, dans L'Histoire fabriquée, je vais raconter l'histoire des veuves industrielles. Et je donne des références pour essayer d'approfondir. Mais vous voyez, le portrait qu'on peut tirer de cette étude des manuels, c'est un portrait qui est nuancé. Il y a des choses qui se sont améliorées, ou qui ont changé. Il y a des choses, des habitudes, des vieilles habitudes qui sont restées en place. Mais on a quand même une évolution relativement nette vers une histoire plus chronologique, vers des choses peut-être moins biaisées. Alors, ça vaut pour l'histoire. Pour la géographie, c'est pas du tout le cas. La géographie est très marquée par le discours environnementaliste, avec, par exemple, vous voyez, ce malheureux ours blanc qui est en train de griller dans de l'eau bouillante, avec aussi cet enfant, donc c'est la population, qui est en train de dévorer le monde. Et dans une vision qui est peut-être tout de même légèrement exagérée. Et cette vision de la crainte de la bombe P, la bombe population, ça date du début des années 70. Vous avez un livre au début des années 70 qui dit « On va tous mourir parce que la population mondiale explose ». Et c'est une vision très datée, parce que l'augmentation de la population mondiale est en train de ralentir fortement. Donc la courbe probable, c'est ça. Tout simplement parce que quand les pays se développent, eh bien, ils ont progressivement moins d'enfants. Et ça vaut même pour le Niger, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Et donc il y a un ralentissement très net. Et puis, il y a une autre chose, c'est que plus vous avez de population, plus vous avez ces fameux hommes en trop, selon certains, et bien plus vous avez d'occasion d'aimer, et plus vous avez d'occasion d'inventer des choses. Et ça fait 200 ans qu'on dit qu'on est trop nombreux et que tout le monde va mourir de faim. Depuis, comment il s'appelle, Malthus, au début du 19e siècle. Et ça fait 200 ans que Malthus se trompe. Parce que ça fait 200 ans qu'on invente plein de choses. Et des choses qui permettent que la condition moyenne des hommes s'améliore. Lentement, mais elle s'améliore. Et les manuels scolaires de géographie ont beaucoup de mal à dire ça. Ils préfèrent un discours très alarmiste sur l'environnement. Et alors, ils sont quand même obligés d'expliquer, et c'est dans le programme, que le Japon vieillit très franchement. Que la mortalité au Japon est très supérieure, est devenue supérieure à la natalité.
et donc que les Japonais sont devenus de plus en plus vieux. Et là, vous avez un manuel qui dit, eh bien, le vieillissement est un atout. Et puis, l'immigration est-elle une solution? Ben, peut-être, oui, finalement. Vous voyez le raisonnement. C'est un raisonnement qui existe, qui est défendu par un certain nombre de personnes, mais qui pourrait faire l'objet d'un débat, ce qui n'est pas le cas. On a aussi, toujours dans cette géographie qui est malheureusement traitée d'une manière assez biaisée, vous avez plein de photos de migrants dans des bateaux, et assez peu d'explications des mécanismes de la migration. Et ces explications, elles sont données, mais pas au même endroit. Donc ici, vous avez une description critique des mécanismes de la mondialisation, donc des travailleurs détachés dans l'Union européenne, qui est finalement assez intéressante, mais c'est pas au même endroit. Donc là, on a le bateau, mais on n'a pas les causes. Et là, on a les causes, mais on n'a pas le bateau. Donc on a une explication fragmentée qui fait que les élèves qui ne font pas trop attention, ils vont retenir le bateau. Et pour terminer sur la géographie, son intention de sensibiliser les élèves à la défense de l'environnement est finalement tout à fait respectable, mais assez souvent, ça n'est pas fait de manière très pragmatique. Et ici, vous avez l'introduction d'un chapitre qui est prévu sur la gestion des milieux naturels, où vous avez une skieuse qui regarde le plan des pistes de ski, et à côté d'un panneau d'entrée dans un parc naturel où on n'a pas le droit d'aller faire du ski. Donc on a le choix entre le parc naturel ou les pistes de ski. Et il me semble qu'on peut développer une géographie beaucoup plus intéressante qui montrerait comment est-ce qu'on choisit de défendre la nature ou de faire des pistes de ski. Et qui montrerait que, finalement, les questions qui sont posées par la géographie sont des questions qui permettent aux élèves de se dire, eh bien, si je veux m'engager pour une société, parce que j'aime bien le ski, je trouve qu'il faut faire du ski, eh bien, voilà comment je vais devoir faire pour tenir compte aussi du paysage. Et donc, pour avoir un engagement qui utilise la géographie, mais pour faire de la politique pratique. Et pas pour rester dans l'émotion. Ça ne veut pas dire que l'émotion est inintéressante, mais le défaut de l'enseignement de la géographie, c'est qu'il est trop souvent émotionnel, très rarement chiffré, on n'a jamais les proportions, et assez rarement pragmatique, pour dire comment est-ce qu'on fait pour défendre le ski ou pour défendre les bouquetins et la nature sauvage. Et alors ça nous amène à une présentation que je ne devrais pas vous faire, à une présentation de l'enseignement qui n'existe pas dans la pratique. C'est-à-dire que quand on discute en équipe de professeurs d'histoire-géographie, parfois on évoque l'idée que peut-être on pourrait faire 1 heure d'éducation civique. Mais que, bon, on fera ça l'année où l'inspecteur viendra. Et parce que l'éducation civique, c'est compliqué avec les élèves. Ils nous disent que la politique, c'est pas bien. Que l'éducation civique, c'est compliqué à faire. Ça demande des compétences un peu pointues. Que, bref, c'est compliqué, c'est pas populaire, donc on n'en fait pas. Et donc la pratique réelle de l'éducation civique est très rare. Alors quand elle existe, elle est ce que je vais vous montrer, mais souvent en termes de temps, c'est vraiment très réduit. Après, ça dépend des dadas des professeurs. Vous avez des professeurs qui aiment bien en faire, chacun à leur manière, et donc il y a quand même des choses assez croquignolettes dont je vais vous parler. Le programme de seconde, c'est la liberté, les libertés. Donc vive la liberté. Et donc vous avez, parmi les libertés, il y en a d'autres, je vous montre un exemple, la liberté des mœurs et la liberté sexuelle. Stop aux violences sexistes et sexuelles. Et puis une publicité pour la contraception. Et vous avez aussi la lutte contre les discriminations sexistes, avec une magnifique collection de livres pour enfants des éditions Fleurus, où vous avez, alors c'est pas les titres qui sont là, mais vous avez le tractopelle d'Axel, vous avez le grand camion de Simon, et puis vous avez Chloé aime faire le ménage. Et donc, ceux qui dénoncent certains stéréotypes, je le dis, n'ont pas tort. Ils existent. Et en même temps, vous avez beaucoup d'enfants qui aimeraient vraiment, beaucoup, avoir une mère à la maison.
ou une mère présente qui s'occupe d'eux. Et ceux-là, on leur explique que c'est pas intéressant. Ceux-là, ils ne sont pas dans les manuels scolaires. Les enfants qui aimeraient avoir une mère qui soit là. Et donc, si vous voulez, on va un petit peu au-delà de la nécessaire réflexion sur les différentes possibilités d'expression de la situation féminine ou masculine, qui, à mon avis, est tout à fait légitime. J'ai rencontré une fois une femme pilote de chasse qui était quelqu'un de très intéressant, et qui expliquait à une bonne dame que ça ne la gênait pas du tout d'aller bombarder des Afghans. Et donc, dire qu'il peut y avoir plusieurs modèles féminins, je trouve ça très bien. La manière dont c'est fait dans les manuels scolaires est très unilatérale. Donc c'est, il y a du sexisme. Le sexisme, c'est les livres qui disent qu'il y a des rôles masculins et féminins. Et puis, vous avez aussi, alors c'est le même manuel, hein, l'évolution des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles. Et on va expliquer donc qu'une affiche, donc dans mon pays, c'est un crime d'afficher ses couleurs. Donc ici, vous voyez, on manifeste sans difficulté une identité. Et puis vous avez une bande dessinée sur, j'ai pas très bien compris si c'était un garçon ou une fille, mais qui était en train de changer de genre, et vous avez ses camarades qui sont adolescents et qui discutent, qui disent « Ah bah tiens, oui, finalement, c'est une idée comme une autre ». Et il se trouve que cette idée, elle existe. Cependant, les manuels scolaires ne disent pas, eh bien oui, cette idée elle existe, mais il y a aussi des psychologues qui disent que c'est, sauf exception très rare, c'est quand même peut-être pas une bonne idée. Donc là aussi, on a un point de vue, mais pas l'autre. Et sur les discriminations, on dira qu'il y a des discriminations sexistes, ou il y a des discriminations vis-à-vis de l'origine, sans donner de chiffres. Parce qu'il y a des chiffres qui existent. Ils disent, oui, c'est vrai, c'est plus difficile de trouver un travail, mais il y a des chiffres. Et ces chiffres-là disent que la discrimination la plus fréquente, de loin, c'est les femmes enceintes qui se font virer au retour de couche, en rentrant travailler. Elles se font dégager, parce qu'elles ont été enceintes. Cette discrimination-là n'est pas présente dans les manuels d'éducation civique. Donc vous voyez, les chapitres d'éducation civique, ils sont peu utilisés. Et les professeurs, en général, ne vont pas insister sur ce genre de choses. Et aussi parce que les élèves réagissent, que les parents réagissent. Et donc, ça existe, ça fait plaisir aux groupes militants qui demandent que ça existe, mais il faut vraiment dire qu'il y a un freinage très net de la part des enseignants. Voilà. Au-delà même des réactions chez les élèves, qui sont pas... Enfin, qui sont variées, mais qui ne sont pas forcément simples à gérer. Donc les professeurs ne vont pas forcément chercher à se mettre en difficulté sur ce genre de questions. Et alors par contre, les manuels d'éducation civique sont beaucoup moins détaillés sur les droits sociaux. Et là, vous voyez, vous avez liberté économique en premier, droits sociaux en deuxième. Et ici, un manuel donc, qui dit, par exemple, le droit de ne pas travailler le dimanche pour faire du foot. Bon, ça vient après la liberté économique. Alors ils auraient pu choisir une autre affiche de la CGT qui a montré une affiche en faveur du repos du dimanche avec un prêtre qui dit « Moi je suis obligé de travailler mais pas vous ». Bon, ils ne sont pas allés trop loin, quoi. Alors, maintenant, donc, nous avons aussi la spécialité. Et cette spécialité, elle est très orientée. Alors ici, vous voyez par exemple, manuel de spécialité, histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques. Histoire-géographie, on voit à peu près ce que c'est. Géopolitique, c'est pour les écoles de commerce. Pour avoir le concours de HEC, de l'ESSEC, les grandes écoles de commerce, il faut faire de la géopolitique. Parce qu'on considère qu'il est bien pour un futur homme d'affaires de savoir quelles sont les puissances qui existent dans le vaste monde. Et ici, vous avez l'œil de l'élève qui regarde cette vilaine frontière avec ce mur qui empêche les gens de passer. Donc peut-être qu'il faudrait faire disparaître ce mur. Et on va voir que ce n'est pas juste une image de couverture. Alors on le voit déjà parce que dans le programme de première, il y a un chapitre sur la démocratie et où on oublie de dire ce que les historiens récents disent, eh bien qu'il y a beaucoup de votes au Moyen-Âge, que les dominicains du XIIe siècle, non pardon, de 1228, la règle dominicaine de 1228 dit on élit les gens à la majorité au vote secret. Le vote secret en France, c'est en 1913. 1228-1913.
Donc c'est très rarement dit, sauf dans ce manuel Hatier, où c'est évoqué rapidement. Ensuite, on explique qu'il y a la démocratie directe, Athènes, la démocratie représentative, les États-Unis, et la démocratie déléguée, l'Union européenne. Et ici, on retrouve une présentation favorable à l'Union européenne. Ceux qui sont contre, c'est les adeptes du Front National. Ceux qui sont pour, c'est tous les autres. Alors, il y a un autre chapitre, donc au-delà de la question de la démocratie et du merveilleux modèle démocratique européen. Alors, on explique quand même qu'il y a aussi des difficultés dans l'acceptation du modèle, entre guillemets, démocratique européen. Mais la balance penche quand même pour expliquer que c'est plutôt une bonne chose. Vous avez une présentation, un chapitre qui dure une vingtaine d'heures, sur les frontières. Et les Romains avaient des murs. Et là, vous entendez le pape François. Je veux des ponts plutôt que des gens qui construisent des murs. Donc vous avez les Romains qui ont un mur contre les barbares. Et même ce mur, c'était quand même un lieu d'échange. Mais c'est quand même un mur. Heureusement, aujourd'hui, il y a des espaces transfrontaliers où on peut aller faire ses courses à Tourcoing quand on habite à Lille. Et donc il y a des espaces transfrontaliers, non c'est pas Tourcoing, c'est Courtrai, qu'on peut partager, mutualiser le ramassage des poubelles à travers les frontières. Donc on est dans un monde beaucoup plus apaisé. On a un modèle qui est le modèle de l'avenir, un monde sans frontières. Ici, c'est construit par le texte du programme. Vous voyez? Et alors, après, on montre bien que tout ne marche pas bien aujourd'hui avec les frontières. Mais vous avez une logique d'ensemble qui dit, avant il y avait des murs, aujourd'hui il y a des ouvertures. On explique aussi tout un chapitre sur les puissances. Et ici, j'ai quand même passé beaucoup de temps dans ma vie à travailler sur les manuels scolaires. Vous avez quelque chose de très beau. Vous avez deux très belles photos, très révélatrices. L'ambition totalisante de Google, ou de je ne sais plus quel GAFA, une des grandes entreprises informatiques, et puis la puissance militaire qui s'affirme de manière un petit peu virile, donc avec les porte-avions et la flotte américaine. C'est une très belle image, et qui permet de lancer la réflexion sur le chapitre sur les puissances. Alors vous avez aussi un chapitre un peu délicat, c'est le chapitre sur l'information. Et où on dit qu'il faut lutter contre les fake news, mais souvent on prend les fake news qui sont faciles à réfuter. Le complot juif, le 11 septembre, les Illuminati. Alors les Illuminati, il y a eu beaucoup de films qui ont joué avec cette image-là, des sortes de francs-maçons qui tirent les ficelles. Donc les enfants ont tous entendu parler des Illuminati. Dès qu'on utilise le mot franc-maçon, ils disent « Ah, franc-maçon, c'est une secte, c'est des Illuminati !» Et on est obligé d'expliquer. Mais ici, vous voyez, donc c'est de la fake news facile à démonter. Il suffit d'expliquer ce dont il s'agit, et on peut en avoir une vue objective et concrète. Et après, pas être forcément d'accord avec les projets politiques dominants chez les francs-maçons, mais... Donc on est parti sur l'idée qu'il fallait lutter contre les fake news. Et on le fait d'une manière qui est un peu maladroite, voire fausse. Parce que là, par exemple, on vous explique que Facebook est un filtre qui reçoit les différentes opinions et qui ne vous donne que celles qui vous agréent, que celles que vous aimez. Certaines mauvaises langues disent que Facebook ne filtre pas uniquement en fonction de ce que vous voulez voir, mais aussi en fonction de ce que le gouvernement voudrait voir. Et donc, il y a une certaine réticence à montrer que les médias de grande diffusion, ou que les réseaux sociaux comme Facebook, orientent l'information. Et c'est normal, parce que tout média sélectionne. En soi, c'est une très grande banalité, c'est quelque chose de... Et c'est même ce qu'on attend d'un média, c'est de filtrer les choses. Mais que ce filtrage n'est pas uniquement le filtrage délirant de gens qui ont un raisonnement un petit peu faussé, mais que ça peut aussi être le filtrage de grandes entreprises, ou de grandes puissances, ou d'États, qui cherchent à orienter l'opinion, et d'une manière qui est moins grossière que celle des fake news, mais qui existe. Mais ça, les livres auront du mal à le dire. Alors il y a aussi un autre chapitre qui est assez marrant, c'est pouvoir et religion, des liens traditionnels. Charlemagne couronné par le pape, le calife. Et là, la qualité du travail des auteurs de manuels scolaires est variable.
Ici, vous avez un dossier qui est intéressant parce qu'il explique que il est vraisemblable que le couronnement impérial répondait davantage à une initiative de Léon III qu'à une intention de Charlemagne. Parce que si Charlemagne est couronné par le pape, c'est le pape qui peut couronner l'empereur. Donc c'est le pape qui a la main, qui prend l'initiative. Et Charlemagne était très mécontent de s'être fait imposer son couronnement. Charlemagne, il est venu pour faire couronner son fils. En prévision de la suite. Il n'est pas venu pour être couronné lui, mais c'est lui qui a été couronné. Et il était furieux. Et après, le fils en question est mort, il n'a eu qu'un seul enfant qui lui a survécu, qui est devenu l'empereur Louis le Pieux, et il l'a fait couronner. Il a fait couronner son fils avant sa mort, mais il l'a fait couronner sans évêque, dans son palais, sans le pape et sans évêque, en disant la royauté que j'incarne, c'est pas une royauté qui dépend de l'Église, c'est une royauté indépendante. Mais pour arriver à le dire, il y a un manuel qui le dit. Et parce que il fait de l'histoire et il essaie de voir comment ça s'est vraiment passé. Alors, vous avez une image, vous avez le Mexicain qui est écrasé par le poids des images pieuses en allant en pèlerinage à la Vierge de Guadeloupe. Bon. Donc les vieilles habitudes des manuels scolaires ne sont pas complètement disparues. Et vous avez le chapitre de la mort, État et religion en Inde. Personne n'y connaît rien. Mais vous avez le Premier ministre indien pour la journée du yoga, etc. Je pense que ça va être intéressant, on va voir ça à la fin de l'année. Et puis, pour terminer, le programme de terminale montre aussi une forte orientation. Et cette orientation, elle se manifeste par les modifications de ce qui avait été envisagé. Et là, c'est un syndicat qui s'appelle le SNES, qui a montré ces modifications en disant thème 1, les espaces de conquête, la conquête de l'espace. Faire la guerre, faire la paix, histoire et mémoire. Et puis, ils ont changé, ils ont mis le patrimoine, après l'incendie de Notre-Dame. Ils ont mis le patrimoine en jeu géopolitique. Bon, c'est bien, c'est chouette d'étudier le patrimoine. Thème 5, environnement. On retrouve ce qu'on a vu avec la géo. Thème 6, l'enjeu de la connaissance. Et le thème sur le patrimoine remplace un thème qui était pauvreté et inégalité dans l'histoire. Et vous n'avez aucun sujet d'histoire économique. Un peu en tronc commun, mais de manière très rapide. Mais il n'y a pas de sujet d'histoire économique. L'histoire économique n'est pas faite en histoire. Elle n'est pas faite non plus en économie. Donc on a une vision de l'économie qui est celle du marché, mais qui n'est pas historicisée. Qui ne dit pas les aventures, parfois un petit peu complexes, des marchés. Donc il n'y a pas d'histoire économique en économie, il n'y a pas d'histoire économique en histoire. Et faire un sujet sur pauvreté et inégalité, ça aurait permis de parler quand même d'histoire économique. Mais on y a renoncé. Enfin, les auteurs des programmes y ont renoncé, et ils ont ajouté l'enjeu de la connaissance. Et alors là, c'est un thème qu'on peut qualifier de transhumaniste. Parce que c'est l'entrée dans la société de la connaissance à partir de 1965, à partir des ordinateurs, à partir de la loi de Moore. Eh bien, on est entré dans la société de la connaissance, et comme nous sommes entrés dans la société de la connaissance, il n'y aura plus de pauvres. Tous les problèmes de l'humanité vont être résolus. Et l'histoire ne sera plus nécessaire. Enfin, presque. Alors, quelques mots pour terminer sur l'avenir de l'enseignement de l'histoire. Eh bien, comme je suis historien, je ne peux pas vous en parler, parce que je ne connais pas l'avenir. Mais j'ai écrit donc 2 livres, et le premier décrit les manuels de l'époque de Nicolas Sarkozy. Et donc, il y a toute une série d'éléments qui ne sont plus d'actualité, parce que ces manuels ne sont plus en usage. Par contre, j'aborde aussi toutes les questions sensibles. Les croisades, l'Inquisition, les guerres, la colonisation, etc. En essayant de dire, voilà ce qui est dit, voilà la tendance générale, et la tendance générale, elle n'a pas toujours changé. Donc voilà ce qui est dit, et voilà ce qu'on pourrait dire. Voilà comment trouver par vous-même les sources qui permettent de compléter. Et là, le livre reste valable, parce qu'il y a 1044 notes de bas de page, et dedans, il y en a peut-être 200 ou 300 qui sont des sources. Ils disent, voilà, sur tel sujet, il y a un livre intéressant. Sur tel sujet, il y a un auteur. Sur tel sujet, il y a une idée qu'on peut retrouver. Et il a été fait pour être une base de données, pour compléter ce qui n'est pas dit. Donc tous ceux qui s'intéressent à ça, il y a vraiment les 2 tiers du livre qui restent utiles et d'actualité à cause de ça.
Le deuxième livre a été écrit en 2016, en prévision des polémiques qui auraient lieu en 2016 avec la publication des programmes organisés avec François Hollande. Donc on a fait une erreur, on a mis... Qu'est-ce qu'il y a dans l'identité nationale? Pourquoi on s'engueule dessus? Quelle est l'histoire de l'enseignement de l'histoire, que je vous ai retracé au début de cette conférence? Et comment fonctionne le débat? Donc ceux qui s'intéressent au débat politique, ceux qui cherchent à savoir comment faire pour répondre à des questions, comment faire pour combattre une idée, comment fonctionne l'évolution du débat public, c'est un livre qui a été fait pour ça. Alors, ceci étant dit, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent être intéressants. Et vous avez, par exemple, la Fondation pour l'école, qui est en difficulté en ce moment, mais qui a publié des livres pour l'école primaire, ou pour le collège, qui reprennent l'histoire telle qu'elle était enseignée de manière assez classique au début du XXe siècle. Donc c'est la structure classique avec les grands personnages et avec la chronologie. Et vous avez une version un petit peu modernisée de la même structure avec Nouveau manuel d'histoire et de géographie, Fondation Aristote. Donc là, ce sont des publications qui sont pour le Nouveau manuel d'histoire et de géographie. On peut y accéder directement en ligne, ou on peut acheter le livre imprimé. Et il y a aussi de très très nombreuses ressources sur Internet. Et parmi celles-ci, il y en a une que je trouve très intéressante pour ceux qui veulent compléter leurs connaissances historiques, qui s'appelle Hérodote.net. On peut consulter 1 ou 2 pages gratuitement, et ensuite, ça coûte 20 € pour 1 an. Et c'est fait, à mon avis, de manière très intelligente, par un ancien journaliste scientifique, donc qui s'arrange pour publier des choses très claires, sur des sujets très variés, qui sont à la fois les sujets étudiés à l'école et les sujets qui ne sont pas étudiés à l'école. Donc Hérodote.net, c'est, pour ceux qui cherchent un peu à compléter une culture historique, c'est quelque chose que je trouve de tout à fait intéressant. Alors je vous remercie beaucoup, et je suis à votre disposition pour répondre à des questions si vous le souhaitez. Merci Monsieur Badré pour cet exposé.